Bonjour et bienvenue Monsieur Kémy Seba sur la chaîne YouTube d'Omerta. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'actualité géopolitique et en particulier de l'Afrique avec vous. Avant de commencer notre entretien, j'aimerais vous faire commenter donc la une de notre dernier magazine qui met en avant Donald Trump et donc forcément les derniers événements et donc sa nouvelle accession au pouvoir aux États-Unis. Quelle est votre position là-dessus? Déjà, je vous remercie pour cet entretien. Et salutations à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, tous les internautes. Même si aujourd'hui, avec Internet, on peut brancher cela à la télévision, ce qui fait qu'on devient téléspectateur. Et si vous me permettez aussi, juste avant de répondre à cela, j'aimerais, parce que l'urgence le nécessite, adresser une grosse pensée à un collègue politique qui vient d'être incarcéré au Bénin par Patrice Talon, un opposant, un proche de notre organisation, l'ancien chef de la gendarmerie nationale, Louis-Philippe Oudénion, qui, simplement parce qu'il critique la gouvernance néocoloniale du régime Talon, vient d'être arrêté. Et je pense qu'il est important que l'on puisse faire entendre cette réalité au-delà des frontières du Bénin, parce que quand ça reste incarcéré au Bénin, c'est ce qui bénéficie aux puissants du pays, qu'est Patrice Talon. Voilà. D'accord. Pour rebondir sur votre question, Trump, l'Empire contre-attaque, le titre est bien trouvé. Moi, je fais partie de ceux qui ont une démarche de distance critique sur tout ce qui a trait aux événements américains. Parce que, comme on a coutume de le dire, l'Amérique, même si elle se veut l'être, n'est depuis longtemps plus le centre du monde. C'est important qu'on se le rappelle. C'est pour ça que j'avais des interviews, notamment d'Éric Morillo, qui voulait que je réagisse durant la nuit. Je salue Éric, que je réagisse pendant la nuit des élections sur les élections américaines. Je dis non, mais à cette heure-ci, je dors. C'est pas mon centre de gravité, mais une fois qu'on a dit cela, moi je pense que Trump est un problème, est un bug dans la matrice du néolibéralisme sociétal, parce qu'on a toujours tendance à parler du néolibéralisme économique, mais moi j'essaie de voir les choses de manière globale. Quand je m'attaque à un système, j'aime pas m'attaquer à une facette et à laisser l'autre. Donc sur le terrain du néolibéralisme sociétal, ce que certains vont appeler le progressisme dégénéré, d'autres vont appeler avec leur terme à eux le wokisme, qui veut tout dire et rien dire en réalité. Mais sur le terrain du néolibéralisme sociétal, Trump est un problème pour eux. Maintenant, sur le terrain du néolibéralisme économique, comme beaucoup d'autres, il en est un champion et il a fait sa fortune sur ce courant. Est-ce qu'il sera une chance pour le monde? Moi, je ne le crois pas. J'ai en mémoire quelqu'un que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mes nombreux voyages en Iran, Qassem Soleimani, que la paix soit sur lui, paix à son âme, qui était un géant en Iran, un géant de la résistance face à l'impérialisme, et qui a été assassiné sur demande de Trump, même si en réalité on sait que Trump recevait sur ce terrain-là, d'après ce que certains disent, des pressions du Deep State. Donc Trump sera moins interventionniste que les démocrates, de manière factuelle, parce que les démocrates feront les justiciers du monde, mais sont en réalité les plus grands colons du monde, en tout cas a fortiori depuis ces dernières années. Ce sont les tenants de ce globalisme-là néolibéral sur le terrain sociétal, de cette uniformisation du monde, de ce mondialisme. Et sur le terrain de la Chine, je pense que ça ne sera pas une bonne nouvelle pour les Chinois. Pour le Moyen-Orient, Proche-Orient, pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour eux. Pour la Russie, ça va être une très bonne nouvelle. Pour les Africains, tous ceux qui considèrent que l'Afrique n'est pas une priorité, c'est bon pour nous. Parce qu'on en a marre d'être une priorité pour les autres. Quand les autres nous considèrent comme des priorités, c'est souvent comme des priorités coloniales. Donc on va saisir le désintérêt de Trump, on va saisir cette chance-là pour accentuer ce processus d'autodétermination de la population. C'est quand même avec Donald Trump et aussi dans d'autres régions du monde le retour des nationalistes, et ça correspond aussi à votre vision, cette volonté pour les peuples d'agir dans leur intérêt propre avant de pouvoir profiter à des intérêts mondialistes. Moi, Ça suit la direction que vous voulez aussi donner à... ça, c'est un schéma qui est donné par certains. Moi, je n'emploie pas le terme nationaliste, dans le sens où le nationaliste tel qu'il est conçu en Afrique aujourd'hui nous renverrait aux frontières tracées par la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Je suis beaucoup plus dans une dimension multipolaire, en effet, avec l'émergence de blocs civilisationnels qui sont en adéquation avec les cultures, les traditions et les valeurs communes partagées, qui peuvent être parfois transtribales, mais qui peuvent rentrer dans une certaine uniformité sur certains aspects politiques, culturels en tant que tels. Et en ce sens-là, il est évident que ceux qui s'opposent à l'uniformisation du monde voulue par un seul pôle de l'humanité
sont des gens qui peuvent avoir sur certains aspects des aspects positifs. Mais ces aspects, sur certains points positifs, ne m'en font pas oublier la complexité de la politique de Trump, qui n'est pas une politique qui concerne nos populations, qui ne favorise pas, il faudrait vraiment être naïf pour le croire, les populations. J'ai beaucoup de frères et de sœurs, de collègues, de partenaires des milieux de défense des populations noires aux États-Unis. Trump n'est pas une chance. Il vomissait Harris à juste titre, parce que Harris, c'est pour moi la prostitution politique dans sa quintessence, comme Barack Obama l'était, mais ils ne vomissent pas moins Trump. Comme dit l'adage, entre Satan et Lucifer, pour nos populations, il n'y a pas un grand changement. Maintenant, il est vrai que le non-interventionnisme, entre guillemets, ou l'interventionnisme moindre de Trump et son logiciel politique fait que, sur la scène internationale, son élection est sans doute meilleure pour ceux qui veulent se débarrasser de l'envahissement, du côté envahissant des États-Unis et de l'oligarchie américaine de manière générale. J'aimerais qu'on parle de votre actualité un peu plus récente, et notamment de votre arrestation qui a eu lieu en septembre. Cet interrogatoire avec les services de renseignement français et le fait que vous soyez ciblé comme une menace pour les intérêts de l'État français. Comment expliquez-vous cela? Et surtout, quel est l'intérêt pour l'État français de cibler votre personnalité? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais je dirais simplement qu'on mène un combat depuis 25 ans pour la défense du droit de nos populations. Un combat qui a commencé par une lutte au sein de la diaspora et qui s'est élargi au fur et à mesure de mes migrations sur le continent africain, qui s'est globalisé dans cette dynamique panafricaniste qui est la nôtre. Vous ne croyez pas possible que cette cause puisse être audible, et elle est devenue in fine massivement audible, à tel point qu'on est suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde physique, par des millions de gens. Et c'est quelque chose qui préoccupe très clairement les autorités françaises. On a initié des mobilisations visant à pousser nos populations à la décolonisation dans tout l'espace d'Afrique francophone, mais aussi dans les territoires colonisés d'outre-mer, parce qu'on estime que ce sont des territoires colonisés. Et notre organisation Urgence panafricaniste est liée à la plupart des mouvements souverainistes ou autonomistes, ou mouvements de justice sociale au sein de ces territoires dits occupés. Et on a réussi à, j'ai envie de dire, à coordonner ces différentes contestations dans un ensemble idéologiquement parlant d'une certaine façon homogène, et à réactualiser le panafricanisme, à tel point que les services de renseignement parlent d'un néo-panafricanisme qui sera un panafricanisme frontal complètement opposé, maladivement opposé à la France. Nous, on n'est pas anti-français. Ça, c'est le narratif des médias occidentaux. On est dans une dimension de critique de l'État profond qui tient en otage, j'ai envie de dire, à l'État français. Notre problème n'est pas la population française. On a été très clair dessus. On a fait des actions multiples et variées avec des gilets jaunes constituants contre Bolloré ou pour la justice sociale. On a, je pense, tendu la main à bon nombre d'égards, et ils l'ont fait avec nous aussi pour des actions communes. Donc notre problème n'est pas et ne sera pas les prolétaires français. Notre problème, c'est cette élite putréfiée, dégénérée, néolibérale, qui prend en otage la France, qui humilie la France et qui est, comment dirais-je, insupportable pour nos populations de manière générale. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous situons et que nous avançons. Eux estiment que, de par notre capacité à mobiliser un grand nombre de gens en Afrique francophone et dans la diaspora, on est dangereux. De par le fait qu'on soit extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, on est dangereux. De par les livres que je propage et qui se propagent dans les universités d'Afrique francophone ou dans certaines librairies des territoires d'outre-mer, ils estiment que notre parole est dangereuse. J'insiste sur une chose qui est que nous ne nous battons pas contre des gens, nous nous battons pour nous-mêmes. Et ceux qui s'opposent au fait que nous puissions nous libérer nous-mêmes deviennent de facto des adversaires. Mais je ne me lève pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire à la France. Mon problème n'est pas la France, je suis né en France. Mon problème n'est pas le français du quotidien, sauf le négrophobe. Celui qui aura un problème avec moi, j'en aurai avec lui, ça c'est tout à fait logique. Mais je pense qu'il y a des gens extraordinaires en France, il y a des gens extraordinaires partout dans le monde, et qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les oligarchies putréfiées et des populations paupérisées, asphyxiées par les premières entités citées. Qu'est-ce qui vous a été reproché pendant cette arrestation? Ils nous ont reproché de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État, de vouloir créer une hostilité vis-à-vis de l'État français, et d'être
in extenso, en collaboration avec des États, grosso modo, ennemis ou des entités ennemies à la France. Qui sont? D'après ce qu'eux disent, donc ils nous ont interrogés sur la Russie, sur l'Iran, sur Wagner, sur le Hezbollah. Et moi, je leur ai rappelé une chose qui est très simple. Urgence panafricaniste est une organisation née en Afrique, d'accord? À moins que l'Afrique soit encore un territoire colonisé, nous sommes libres de travailler avec qui nous voulons, d'avancer comme nous le voulons. Et si nous étions une structure qui voudrait porter atteinte aux intérêts de l'État français, il faudrait déjà qu'on questionne quels sont les intérêts de l'État français. Est-ce que le franc CFA, qui a un système monétaire colonial, ce sont les intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que les bases militaires françaises qui sont installées sur nos territoires et qui n'ont rien à y faire, De Gaulle avait refusé qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine reste trop longtemps sur le territoire français. Pourquoi est-ce que De Gaulle a accepté pour les Français? Pourquoi les Africains, eux, n'auraient pas le droit de prôner cette réalité-là pour eux? Est-ce que c'est un souverainisme à géométrie variable? C'est une question que l'on peut se poser. Donc, est-ce que les intérêts fondamentaux de l'État, c'est dire que, oui, les bases militaires françaises doivent rester en Afrique, près de là où il y a l'accès aux ressources, ou à d'autres endroits? Je ne le pense pas. Donc, quand ils me posaient ces questions, les gens des services secrets, je leur répondais de la manière la plus simple. Définissons déjà c'est quoi que vous appelez les intérêts fondamentaux de l'État. Nous luttons contre le colonialisme. Si vous estimez que le néocolonialisme, c'est les intérêts fondamentaux de l'État, c'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Et on ne va pas être ensemble. Et on risque en effet d'être des ennemis. Mes ennemis sont ceux qui se rangent derrière ces intérêts néocoloniaux-là en tant que tels. Et à partir de ce moment-là, on avance et on y voit beaucoup plus clair. Vous avez aussi beaucoup de critiques sur la proximité, dont vous le disiez, que vous pouvez avoir avec la Russie, et notamment émanant de qui? émanant de journalistes français, de politiques français, sur justement votre proximité avec l'ancien patron de Wagner, M. Prigojine. Donc Wagner qui était très présent sur beaucoup de territoires africains, mais surtout qui a financé beaucoup de mouvements d'opposition, notamment à la France. Quel est votre point de vue sur le fait que potentiellement il puisse y avoir un passage de témoin entre un colonialisme français et un colonialisme de nouveaux États comme la Russie ou la Chine? En fait, le narratif est extraordinaire, c'est que pour certains ahuris à l'intérieur de l'appareil d'État français, les Africains, c'est de la chair à coloniser. Ils ne peuvent être que colonisés. Quand ils interagissent avec des gens, c'est pour être colonisés, si je suis le narratif. On se débarrasse du colon français, et donc si on interagit avec d'autres, ça veut dire que c'est pour, comme il y a des dames, je ne veux pas être vulgaire, mais grosso modo, c'est pour se mettre en position de recevoir la bonté divine des Russes ou des Chinois. Je ne le pense pas. Moi, je pense que quand je me déplace dans les pays où vous venez de citer, ils savent très bien qu'on ne vient pas dans une démarche d'être colonisé. Et ils savent pertinemment que s'ils font l'erreur de vouloir reproduire le schéma d'entités et de nations qui étaient bien plus expérimentées qu'elles sur la question du colonialisme, et qui sont en train malgré tout de perdre leur influence bien longtemps avant que les Russes d'ailleurs se préoccupent de l'espace africain, parce que ça c'est quelque chose que les autorités françaises ne veulent pas dire. Mais la contestation à la France-Afrique a commencé à une époque où Poutine ne se souvenait même pas de là où était le continent africain, il avait d'autres préoccupations. Donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux un moment. La France, quand elle fait du commerce avec d'autres entités, personne ne dit qu'elle rentre dans une démarche d'être colonisée. Mais c'est la même chose pour nous. Nous, on fait ce qu'on appelle de la géostratégie. On est dans une démarche de voir qu'est-ce que l'on estime être nos adversaires, quel est le système qui nous asphyxie. On est dans des pays qui ont été structurés dans un cadre colonial. Et cette décolonisation n'a jamais été effectuée. Elle n'a jamais été effectuée à cause de la corruption de certaines de nos élites endogènes. Et de l'autre côté, d'autres de nos élites ont été assassinées. Disons aussi les choses telles qu'elles sont. Et le cadre national, le cadre infrastructurel de nos États est un cadre qui est colonial. Disons les choses. Et donc, il faut être capable d'aboutir à une décolonisation complète sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel, pour que l'on puisse avancer. Et pour cela, si on a cette capacité à pouvoir s'allier à d'autres entités qui ont eux aussi leurs intérêts, eux, leur but, c'est de faire du commerce, c'est de faire du business. On est dans une mondialisation qui a ses mauvais côtés sur certains aspects, qui peut en avoir d'autres positifs. Et nous sommes les maîtres du jeu, nous décidons avec qui nous voulons échanger, interagir. Et quand je vois la dégénérescence des élites françaises d'un côté, et je vois les autres pays que vous citez, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran ou autres, j'ai tendance à vous dire que sans idéaliser ces pays-là, parce que je suis très loin de les idéaliser et que je les connais très bien, donc je sais que tout est loin d'être parfait, comme partout dans le monde d'ailleurs, mais je me sens, comment dirais-je, plus en phase sur certaines perceptions du monde
avec ce que je vois en Iran, en Russie, en Turquie ou ailleurs. Même si les Africains ont leur ontologie, ont leur identité propre, ont leur vision, leur paradigme. Et c'est aussi quelque chose que partout où nous allons, ceux qui nous invitent ont compris qu'il était nécessaire qu'ils le respectent. Mhm. Quand vous faites la critique aussi du néocolonialisme, notamment industriel, avec ces industries françaises, Areva, mais qui viennent profiter aussi, et Total, qui viennent aussi profiter de l'énergie et des ressources africaines, certains pourraient vous répondre, mais il y a aussi une entraide militaire, avec par exemple des opérations antiterroristes qui ont été menées, par exemple au Mali, donc pour la sécurité de ces États-là. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces... On leur répond ce qu'eux-mêmes savent, puisque lorsqu'ils ont été poussés à dégager du territoire malien, ça ne s'est pas fait par magie, ça s'est fait avec raison. L'opération Serval a été un échec complet, mais on ne peut pas parler de l'opération Serval sans parler et paix à l'âme de ceux qui sont morts pensant aider la justice. Je pense qu'on peut aussi le dire, mais parfois on peut être sincère et avoir sincèrement tort. On ne peut pas comprendre ce qui se passe au Sahel sans comprendre la genèse de ces événements. Il y a une guerre civile en Algérie qui a poussé ce que les Iraniens appellent les takfiris, ou ce que d'autres vont appeler les mouvements terroristes, à migrer vers le nord du Sahel et à nouer de nouvelles relations avec les populations touareg dans ces régions. Et par la suite, la destruction sous couvert de missions civilisatrices des autorités françaises, de l'armée française et de l'armée américaine, la destruction de la Libye et l'assassinat du guide Muammar al-Kadhafi a entraîné quelque part une accentuation de ce processus de déstabilisation du Sahel. Et avec de l'autre côté des armées africaines qui, depuis les accords de coopération, qui sont des accords coloniaux, on les appelle dans le jargon africain les accords de recolonisation, cela a entraîné que l'armée coloniale, elle, avait le droit de venir en étant armée, d'accord, évidemment surarmée, pendant que les armées locales, elles, étaient complètement dépourvues des moyens élémentaires pour se défendre. Donc, in fine, on créait une sorte de dépendance militaire vis-à-vis de la puissance dite ex-coloniale. Je sais que le temps nous a prouvé que c'était tout sauf ex-colonial en ce qui concerne cette oligarchie-là. Et face à cette réalité-là, l'armée française a effectué un certain nombre d'actions que les populations souveraines du Mali ont estimées, du Mali, du Niger, du Burkina, avec lesquelles on travaille constamment, puisque notre organisation, l'Agence panafricaniste, depuis 2015, travaille massivement avec toutes ces populations, ces sociétés civiles du Sahel. Elles ont estimé que on se retrouvait dans une situation où l'armée française ne faisait pas le travail tel qu'on le voulait. L'armée française, parfois, faisait même blocus pour que certaines actions voulues par les armées maliennes puissent être effectuées. L'armée française refusait que ces actions-là le soient. Il y avait un soupçon parfois de grande tolérance vis-à-vis de certaines forces terroristes en tant que telles, et les Maliens, en population souveraine. Vous dites tolérance vis-à-vis des terroristes. C'est ce que les autorités maliennes, et c'est ce que la société civile malienne dit depuis des années. Vous considérez que l'armée française peut être aussi... c'est ce que le peuple malien pense profondément. Et je pense qu'au XXIe siècle, qui dit respect du souverainisme de chaque peuple, dit respecter la perception des peuples sur ces questions. Oui, tout à fait. Et vous considérez que la France aurait eu un intérêt à appuyer des forces armées terroristes? Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petit, j'aimais bien les films de mafieux, de bandits. Et vous savez, le mafieux qui arrive dans une avenue où il y a des boutiques, il y a des beaux commerces, et il vient et dit « J'aimerais assurer ta sécurité ». Et puis le boutiquier lui dit je n'ai pas besoin de sécurité, je m'en sors très bien moi-même, j'ai un système de sécurité qui marche parfaitement. Le mafieux dit, tu veux pas ma sécurité, tu es sûr? Ok. Il part, il engage des casseurs, et les casseurs maintenant viennent casser la boutique. Et le mafieux revient le lendemain en disant, ah, tu as vu, ton service de sécurité ne marche pas bien, peut-être que tu as besoin de ma sécurité. Ça me fait penser à la mafia macronienne, à la mafia qui est à l'Élysée depuis un certain nombre d'années, une mafia otanisée, une mafia qui est le de l'oligarchie américaine, néolibérale depuis tant d'années. Et je pense qu'on peut être capable de dire que face à cette réalité, certains ont intérêt à pouvoir justifier leur présence sur le long terme, sur des territoires où il y a des gisements en matières premières et en ressources minières très importantes. Et beaucoup de gens ont estimé qu'il était temps que la France, du moins l'élite française et l'armée française partent. Et je pense que c'est de bonne guerre. C'est aussi de cette manière qu'on a vu naître progressivement un retour au premier plan des armées africaines dans certains pays comme le Mali, Burkina Faso, Niger. C'est des putschs où ils ont repris le pouvoir.
On a assisté à un Euh, putsch aussi en France il n'y a pas longtemps, où la France a voté, la population française a voté pour leur nouveau front, je ne sais pas comment on va l'appeler, populaire. mhm. Et je crois que Macron n'a On pas a mis décidé. un gars du Front populaire en Premier ministre. Mhm. Donc, comme quoi, les putschs sont une valeur universelle. Et alors ça en vient à ma question qui est celle de l'idée de démocratie, de possibilité de démocratie. Est-ce que vous pensez que l'armée est la seule issue pour ces populations africaines, pour le Mali, le Burkina, le Niger par exemple, Moi, je suis un amoureux des mots. Demos kraten, pouvoir du au peuple, peuple? Ouais. pouvoir du peuple. Et par rapport à cette réalité-là, le pouvoir du peuple s'exprime de différentes façons. Et je pense qu'on doit être capable aussi de l'entendre, de Mhm. l'accepter, de le décrire. Il se trouve que dans nos sociétés colonisées, néocolonisées, on est dans une démarche où le processus électoral et euh, le système démocratique tel on le connaît est une illusion. C'est une illusion de l'esprit, c'est une illusion d'optique. Mhm. Et aujourd'hui, pour être élu, avant d'aller aux élections, vous devez déjà passer par l'occidental sélection. Si vous n'êtes pas validé à Paris ou dans les chancelleries d'Occident, vous avez toutes les chances de ne pas pouvoir accéder par la suite aux élections dans nos pays. Parce que nos élections sont issues de cette, comment dirais-je, uniformisation du monde voulue par l'oligarchie occidentale, qui place à la tête d'un certain nombre d'États des gens qui vont dans le sens de ses intérêts. Et donc, dans nos pays, dans le cadre électoral strict, vous ne pouvez pas arriver aux élections sans passer par la validation de l'Occident. Or, ceux qui veulent se débarrasser de cette influence occidentale n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir, même s'ils sont parfois, et très souvent c'est le cas, plus populaires au sein de l'opinion publique Mhm. que les entités qui sont sélectionnées et cooptées d'abord par l'Occident. Je prends un exemple simple. Vous pensez que Thomas Sankara aurait été président si, durant cette période que certains disent post-coloniale, que j'appelle néocoloniale, il devait passer par le système électoral? Il n'aurait pas été. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire un coup d'État. Kadhafi aurait-il été le guide de la Jamaria s'il avait dû passer par des élections? Je n'en suis pas certain. On vit dans des systèmes, bon, la Libye est un peu différent, j'en conviens, mais on vit dans des systèmes où, sauf exception, et même les exceptions méritent d'être étudiées avec profondeur. Il y a le cas du Sénégal où on nous dit oui, mais il y a la démocratie libérale qui marche aussi, on le voit avec le Sénégal. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont pu passer. Malgré leur popularité bien supérieure à celle du camp d'en face, Mhm. s'il n'y avait pas eu à un moment donné un certain nombre allez, on va dire d'échanges qui étaient effectués avec le camp adverse, ils n'auraient pas pu passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu leur âme, ou que ça, je ne rentre même pas dans ces débats-là, je ne suis pas dans ce cadre-là, mais je dis que la démocratie libérale qu'on nous vend est aujourd'hui un mythe. Et que quand nous n'avons pas la possibilité de passer par la porte, eh bien, l'être humain a la capacité de grimper et de passer par la fenêtre. Et dans nos pays, malheureusement, qui restent à être décolonisés, on est souvent obligé de passer par la fenêtre ou par le toit. Vous considérez donc que le modèle démocratique occidental ne peut pas convenir dans la situation actuelle Mais aux États. il ne convient même pas aux Occidentaux. Mhm. Il ne convient même pas aux populations occidentales, vous le savez. Mhm. Je veux dire, on a tous assisté à la mascarade électorale récemment, ça ne convient pas. Après, il y a des cas où ça convient peut-être plus. On a vu aux États-Unis quand même qu'il y a une grosse contestation, il Mhm. y a un réveil d'une partie de l'Amérique qui n'accepte pas la dégénérescence prônée par le Parti démocrate Mhm. sur le terrain sociétal. Ça peut s'entendre. Mais moi, je crois que c'est la démocratie qu'on nous vend, elle doit être questionnée par chaque peuple et elle doit être adaptée à la réalité de chaque peuple. Le pouvoir au peuple n'a pas commencé avec la démocratie occidentale. Mhm. Le pouvoir au peuple s'exprime en fonction des diversités de cultures, des diversités de visions, des diversités de paradigmes, des diversités civilisationnelles. Et il faut l'accepter. Quand vous allez en Iran, la gestion du pouvoir politique n'est pas le même que quand vous allez au Nigeria, quand vous allez au Bénin, quand vous allez en Turquie, quand vous allez en Amérique du Sud. Nous, on a la chance, de par nos activités politiques depuis un certain nombre d'années, de faire le tour du monde, d'être reçus dans différentes chancelleries. Et il n'y a rien de plus beau que d'observer la diversité, d'organiser la gestion de vie dans la cité, je pense. Ça rejoint la notion, vous le disiez d'ailleurs, de Muammar Kadhafi sur la Jamaïa Tout à et fait. son livre vert qui exposait une forme de démocratie qui s'adapterait
En au réalité, modèle bien sûr, et à la réalité, à la culture c'est tout à fait. libyenne. Mhm. On vous sait très proche du chef d'État du Niger. Certains parlent de conseiller. Quelle est votre position, en sachant qu'il s'agit d'un militaire qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch? Quel est votre rapport? Quel est le regard que vous apportez sur ce personnage? Et C'est quel est un. votre intérêt? Mon intérêt, c'est la souveraineté africaine. Pour commencer, je pense que c'est le plus important. Le général Tiani est comme un père politique sur le terrain institutionnel pour moi. C'est quelqu'un que je respecte intensément. Et c'est quelqu'un qui est en train de donner au Sahel une orientation politique très importante avec Mhm. Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, Goïta. avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, en tant que leader d'opinion panafricaniste, je suis un trait d'union entre l'opinion publique panafricaniste et les autorités du Niger, tout simplement. Et notre rôle, c'est de faire en sorte de continuer à défendre cette souveraineté africaine, ce panafricanisme, que ce soit au Sahel, mais que ce soit partout dans le monde, partout où notre peuple est installé. Et j'aime beaucoup cet exemple dans la relation entre le Tché et Fidel Castro. Le Tché, à un moment, dans cette dimension bolivariste, est parti propager le bolivarisme partout dans le monde. Oui. Quels que soient les liens qu'il avait avec Fidel Castro, sa démarche était celle-ci. Moi, ma démarche est de propager le panafricanisme partout. Nous pouvons, partout, nos populations sont installées. Ça nous fait parfois nous retrouver dans des endroits insoupçonnés. On était il y a quelques temps, l'année dernière, à Quibdó, en Colombie, dans des ghettos noirs, des ghettos afro-colombiens, où les populations vivent encore comme si elles avaient été déportées il y a peu de temps à peine du continent africain, avec des cultures africaines préservées de manière extraordinaire. Notre rôle, c'est d'être là où notre peuple a besoin de nous et de tout faire pour le défendre. Et c'est ce pourquoi le général Tiani m'a donné ce passeport diplomatique pour que je puisse, malgré les barrages que le système néocolonial me met, que je puisse circuler partout. Et parce que je pense qu'il comprend la lutte qui est la nôtre et nous sommes dans cette démarche d'autodétermination et c'est ce qui fait que c'est une fierté pour moi d'avoir ce lien avec les autorités du Niger. Et c'est une très grande fierté pour moi de voir en direct l'œuvre du général Tiani et des membres du CNSP. Il est souvent question pour le continent africain de faire face à une submersion démographique. Comment les nations africaines font face à ce phénomène? Qu'en est-il des principaux concernés? Mais je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas concevoir la politique et la souveraineté sans concevoir aussi le lien avec la terre. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est être capable aussi de tourner nos populations vers les ressources réelles qui sont dans nos sols et pousser nos populations comme les États, etc., à justement être dans une optique de prendre soin de chacun des citoyens. Dieu n'a pas mis les populations sur leur terre, sur le territoire, sans qu'ils aient accès à quelque chose qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir profondément. Donc la question de la natalité, réduire en disant que si vous avez trop d'enfants, vous risquez d'être dans une pauvreté extrême, ça c'est un logiciel de gens qui en réalité ont peur d'une marée noire qui risque de se déverser de l'autre côté du continent. Je vous dirais qu'entre marées qui se déversent, il y a une certaine époque, c'était l'Occident qui s'est déversé sur le reste de l'humanité, avec perte et fracas. Donc les marées vont dans tous les sens. Ça pose aussi la question de la manière dont les sociétés africaines vont pouvoir accéder à un certain niveau de technologie aussi pour accéder à un niveau de vie et à un niveau industriel qui va leur permettre cette indépendance économique nécessaire, ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance encore au niveau technique aujourd'hui à l'Occident vis-à-vis de la technologie, je pense pas que ce soit, sur l'industrie énergétique? Je pense pas que... Bon, il y a une dépendance à l'Occident sur les technologies et l'Occident a une dépendance à l'Afrique sur les ressources qui permettent de créer la technologie. Donc bien sûr. La vie est une interaction. Comme dirait l'autre, nous sommes le temps, ils ont la montre. Mais le temps sans la montre n'est rien et la montre sans le temps n'a pas grand-chose en termes d'utilité. Donc, moi je pense que, et c'est ce qu'on dit toujours lorsqu'on est en interaction avec bon nombre de pays, que aujourd'hui, il ne peut pas avoir d'échanges commerciaux sans que ceux qui veulent faire du commerce avec nous soient dans cette démarche d'accentuer le processus d'accompagnement technologique. Et ce n'est pas quelque chose qui nous lie à l'Occident uniquement. Avec tous les pays avec lesquels, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Chine, que ce soit... Je veux dire, l'Occident, quand vous regardez la carte du monde, c'est une minorité du monde. Il faut qu'on se le dise aussi. Donc il y a
il y a une multitude de pays qui peuvent nous permettre d'avancer sur ce terrain-là. Le continent africain regorge de richesses. Je prends l'exemple des minerais du sang, d'ailleurs, qui doivent être... ce problème doit être réglé au Congo, en RDC. Il n'y a pas de portable aujourd'hui. Il n'y a pas de bon nombre de choses qui se créent aujourd'hui sans ces minerais-là. Donc, l'Afrique n'a pas à rougir ou à blanchir d'une quelconque dépendance parce que l'humanité est dépendante de l'Afrique sur bon nombre de points. Maintenant, on doit être capable, nous aussi, de pouvoir nous frayer notre propre chemin, un chemin souverain et un chemin réel de partenariat sincère avec des entités qui comprennent qu'il n'y a de croissance que lorsque tout le monde est gagnant. Sans quoi on risque d'être tous tôt ou tard en difficulté. De la même manière, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une possibilité à envisager une coopération entre cet Occident, l'Europe, et cette Afrique qui se développe, qui nécessairement l'un devra communiquer avec l'autre? Moi, j'insiste pour vous dire déjà que l'Occident est une fenêtre d'une grande maison. Et il y a énormément de fenêtres. Et l'Occident grandira à comprendre qu'il y a bon nombre d'autres endroits dans le monde avec lesquels on peut interagir, on peut avancer. Maintenant, au sein de l'Occident, il y a aussi des tensions politiques, des tensions idéologiques réelles. Et j'en veux pour preuve, je veux dire, on était il y a quelques jours du côté de Podemos, en Espagne, reçu au Parlement espagnol. Podemos n'est pas Vox, le parti d'extrême droite espagnol en tant que tel, n'est pas le parti que moi je réprouve idéologiquement en tant que tel. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord sur tout avec Podemos, mais sur le terrain de la critique du néolibéralisme économique et de la lutte des classes, c'est un parti avec lequel notre organisation est fondamentalement en collusion et dans une logique de vouloir avancer de manière fraternelle ensemble. Donc, quand on parle de manière schématique de l'Occident, on a tendance à croire que c'est un bloc monolithique, alors qu'au sein de l'Occident, il y a des débats, il y a des querelles, et donc je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi que l'Occident doit se décoloniser. Parce que ces élites, qui sont malheureusement beaucoup trop souvent des élites apatrides financières, qui n'ont que pour religion et pour nationalité le dollar, parfois l'euro ou le shekel, ont d'autres préoccupations que le sort des populations européennes. Je pense qu'on peut le dire aussi avec une très grande simplicité. Et donc, pour ce qui est de l'Afrique, est-ce que l'Afrique doit envisager une interaction commerciale, économique avec l'Occident? On a une ère aujourd'hui où je pense qu'il faut qu'on puisse envisager d'autres interactions avec d'autres parties du monde. C'est ce que notre organisation fait de manière intense aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années. Et il n'y a que dans ce cadre-là que l'on pourra, je pense, réellement avancer. Voilà. Maintenant, l'Occident, c'est comme un vieux couple. Hein. Quand votre conjoint vous bat, pendant des années, il est important que la séparation puisse être effectuée réellement. Et une fois qu'elle est effectuée, vous avez un regard nouveau sur les choses, sur un bon nombre de points. Et en ce qui concerne l'élite occidentale, moi j'ai bon espoir qu'un jour, des gens avec lesquels on est très proche idéologiquement et politiquement, des gens en France comme Juan Branco par exemple, puissent accéder, je le souhaite vraiment, à des responsabilités politiques. Et en ce sens-là, bien sûr qu'il y aura des partenariats réels qui pourront se faire dans un autre ordre d'idée avec le continent africain. L'Afrique n'est pas anti-occidentale. L'Afrique est anti-dégénérescence telle que promue par l'élite occidentale aujourd'hui. Je pense que c'est très important pour nous. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes un petit peu, vous mettez en avant donc le patriotisme africain, l'idée d'identité, mais en même temps, dans certaines interviews, vous reprochez peut-être à certains partis comme le RN leur identité, leur manière d'être. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un double standard d'autoriser à certains? Je pense qu'il y a une confusion des genres, parce que la différence entre le patriotisme, et encore c'est vous qui avez employé ce terme, j'ai employé ni nationalisme ni patriotisme, c'est vous qui en êtes très féru pour l'instant. Sans en tout cas des partis qui se revendiquent pour le RN. La différence c'est que nous on s'attaque à des entités qui nous colonisent. On s'attaque au néolibéralisme économique et on s'attaque au néolibéralisme sociétal. C'est très important qu'on le dise. Les partis dont vous parlez aujourd'hui sont tous les caniches de l'élite financière apatride. Il faut qu'on se le dise très clairement. Et ils s'attaquent à la migration visible, d'accord, aux minorités visibles, mais ils ne s'attaquent pas aux entités qui contrôlent leur État
d'accord, qui font la pluie et le beau temps à la tête de leur État, qui leur disent quoi faire au dîner annuel de telles structures que je ne citerai pas, et devant lesquelles ils se clashent comme des caniches. Ça, ils ne les attaquent jamais. C'est beaucoup plus facile d'attaquer les Arabes ou d'attaquer les Noirs que d'attaquer ces gens-là qui sont à la tête de cet État. Donc ce sont des patriotes de pacotille, et nous sommes des patriotes, entre guillemets, je dirais même des défenseurs de nos peuples conséquents. C'est la seule différence entre eux et nous, et c'est une différence de fond. Eux, ils s'attaquent aux conséquences, nous, on s'attaque aux causes. On ne peut pas nous mettre sur le même pied d'égalité. Nous sommes des structures qui nous battons contre la colonisation, et eux sont des structures qui se battent contre le fruit de cette colonisation, de ce pillage des ressources, d'accord. Ils s'attaquent jamais à ceux qui sont à la racine de ce dumping social. Ça ne les intéresse pas. C'est trop facile de s'attaquer à ceux qui sont le fruit de ce pillage que de s'attaquer à ceux qui sont la cause de ce pillage. Tout le monde voudrait être dans son pays. Tout le monde voudrait être sur son territoire. Mais quand la migration des ressources minières ne dérange pas, il faut se questionner de savoir pourquoi la migration de ceux qui sont les détenteurs naturels de ces ressources minières les dérange. Et le problème de structures comme ceux que vous dites, c'est-à-dire les FN, les RN, Marie, ou les Reconquista de lui-même qui est un fruit de... Oui, qui lui-même est de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui veut faire croire que c'est un Suédois rien aux yeux bleus et compagnie. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne s'attaquent jamais à la racine du problème. Jamais. Parce qu'ils ont peur de l'élite financière apatride qui dit « Hey !» Non, ils ne vont pas lui dire parce qu'ils font partie tous de la même smala, mais à d'autres, en tout cas, ils sont dans cette démarche de toujours être dans une optique de leur dire quoi faire. Et nous, on ne nous dit pas quoi faire. Et leur vrai problème avec nous, c'est que l'audience que l'on a aujourd'hui et la transversalité de notre lutte fait qu'on n'est pas incarcérable dans une seule contrée, même si je ne cache pas mes objectifs politiques pour le Bénin, dans une dynamique toujours globale en réalité, d'accord, dans l'optique panafricaniste, mais on est autant audible au Mali, au Niger, au Burkina, au Bénin, à d'autres endroits, dans les territoires d'outre-mer, dans la diaspora en Occident, ou en Afrique centrale, c'est quelque chose qui leur pose problème, et nous les comprenons. On dit donc que la France est devenue la colonie d'une élite apatride qui profite... De manière évidente. Et ils le savent. Moi, quelque chose qui m'a fait sourire récemment, j'ai vu des militaires ou policiers israéliens traités comme des préservatifs usagés, des policiers français. J'ai vu, me touchez pas. Ils l'ont secoué gauche-droite, nord-sud. Il a fait le tour du monde comme Magellan. On l'a plaqué au sol. Et après, j'ai vu les dirigeants français aller chanter l'hymne national, aller au match France-Israël. Limite, on a l'impression que c'est des patriotes israéliens, si tant est qu'Israël soit une patrie et non pas un territoire occupé aujourd'hui. Bon, on peut se questionner sur tout ça. Moi, en tout cas, on ne me la fera pas. Vous me permettez la transition sur ce qui se passe au Moyen-Orient et aussi le fait que vous vous ayez reproché votre proximité avec l'Iran et le Hezbollah. Qu'en est-il justement de cette proximité? Le on, c'est l'élite française elle-même prise en otage par l'élite que l'on connaît. Voilà. Et vous posez aussi la question donc de la situation au Moyen-Orient et de cette forme de gêne qui a abordé ce sujet et a montré les causes et les origines donc, de cette situation. Un État colonisé par une entité aura toujours du mal à parler des activités de l'entité qui la colonise. C'est tout. Donc, il y a une gêne historique en France depuis la Seconde Guerre mondiale. On a certaines entités, certains groupes ont posé une culpabilité réelle sur la population française. Et par conséquent, aujourd'hui, cela en plus avec le narratif constant, quotidien, de la repentance par rapport à la Shoah, donc la catastrophe, comme ils le disent en hébreu, et personne ne peut se réjouir de ça. Hein. Enfin, pour moi, l'esclavage est une catastrophe aussi, il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre, donc moi je parle des catastrophes. Voilà. Mais moi je ne fais pas partie de ceux qui disent... la Shoah n'a pas existé, la Shoah, on doit tourner ça en dérision. Je ne me rentre pas dans cette catégorie. Pas de compétition victimaire. Pas de compétition victimaire, mais on ne va pas m'imposer un drame humain comme étant supérieur à celui que mes semblables ont vécu. Ça ne va jamais se passer chez moi. Ça, c'est sûr. Il y a eu récemment l'expulsion de l'ambassade française du Niger. On le sait, on était sur le terrain. Comment expliquez-vous cette situation et est-ce que c'est nécessaire d'arriver à un tel niveau de...
de rupture. Il faut demander à Macron est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là. C'est Macron qui s'est comporté Pour d'une vous, façon il est responsable. mais bien sûr. Un dirigeant plus raisonnable n'aurait pas fait le forcing que Macron a fait. Macron a voulu faire attaquer le Niger en convoquant le président de mon pays, Patrice Talon, et les autres CEDEAO en leur disant il faut attaquer le Niger. Et c'est parce que nous avons mobilisé l'opinion publique africaine de manière massive et spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là précis que les autorités françaises, notamment sous l'égide de Cédric Debon, ont pris leurs responsabilités pour enclencher la procédure visant à me déchoir de la nationalité française. Parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit non, lui on ne peut pas le laisser. On a, de manière massive et extraordinaire dans toute l'Afrique francophone, mobilisé l'opinion publique pour qu'on fasse barrage contre cela. Et je pense que c'est ce qui nous a encore plus rapprochés avec les autorités du Niger en tant que telles. Il faut qu'on puisse le dire. Donc, je pense que si on avait eu du côté de la France un interlocuteur plus raisonnable, plus rationnel, et moins paternaliste, et moins néocolonialiste, jamais on n'aurait été à d'autres extrémités. Il serait parti de toute façon. Regardez, les Américains sont partis, ça ne s'est pas fait dans ces conditions-là. Mais l'armée américaine est partie. Ça s'est fait intelligemment, en toute intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contents, mais ça s'est fait. Mais l'autre, il reste, on lui dit de partir, il reste jusqu'à ce qu'on les prive de pain au chocolat. À un moment donné, les responsables, ce n'est pas de notre côté. Si la population française avait des dirigeants qui avaient la compréhension de la chose de l'État, qui avaient la compréhension de l'honneur de l'État, jamais un dirigeant français n'aurait accepté de faire le forcing de cette façon quand d'autres vous disent de partir. Moi, si on me dit de partir, on me dit de partir. Je vais aller plus loin. Parce que vous dites que les autorités françaises ne travaillent pas, ne travaillent pas dans l'intérêt des populations africaines. Est-ce qu'elles travaillent dans l'intérêt justement donc des Français? Clairement pas. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit. Elles ne travaillent pas dans l'intérêt des Français. Et il n'y a rien de plus dramatique qu'il y ait une confusion entre la population française et cette politique de l'oligarchie française. Je pense que c'est une très grosse erreur. Mais que les Africains ne font pas. Les Africains ne sont pas naïfs. Ils ne se disent pas, ils voient dans la rue un Français. Un Français, non, c'est pas ça. Le regard de la population africaine, c'est de se dire que la politique catastrophique et coloniale de la France en Afrique au XXIe siècle, ça suffit. On est, nous, leur terminus. Je le dis toujours, nous sommes le terminus de cette politique-là méprisante, cette politique arrogante, de cette politique france-africaine, et Otano-France africaine. Et une nouvelle voie est en train d'émerger, une voie de multipolarité, au sein de laquelle l'Afrique aura, en termes de centre de gravité, une grande responsabilité. On vous a souvent reproché vos liens avec l'Iran et en particulier Il faut toujours contextualiser le « on ». Oui. Parce que le « on » n'est pas universel. Certains politiques et journalistes vous reprochent justement votre proximité avec l'Iran. Certains journalistes français, et le Hezbollah, israéliens, américains. À quoi est dû ce reproche et est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'il y a véritablement une... Vous savez, je suis tombé il y a quelque temps sur un article papier toilette du journal Libération. Je me demande qu'est-ce qui est libéré chez eux, où on me traitait de suprémaciste, d'antisémite ou je ne sais trop quoi. Et puis je me suis rappelé quand j'étais petit, mon père me parlait beaucoup de ce journal, et il parlait en bien de ce journal Libération, Le Monde, etc. Et en vieillissant, je me rends compte que soit le journal que mon père voyait n'est plus le même qu'aujourd'hui, c'est possible, soit depuis le départ c'était une banane. Mais quand on creuse et qu'on se rend compte que le directeur de publication de Libération, c'est Dov Alfond, ancien membre des services militaires israéliens, je pense qu'on a, en termes d'information, un cadrage idéologique très précis en ce qui concerne la manière de cibler leurs adversaires. Et donc, qu'ils me qualifient de je ne sais trop quoi parce que je ne vais pas dans le cadre de leur agenda, ils me voient, je n'étais pas destiné à finir leader d'opinion panafricaniste, proche des autorités au Sahel, et peut-être futur candidat à une échéance électorale au Bénin, peut-être. J'étais destiné pour être footballeur, rappeur, basketteur, boxeur ou autre. Ben non. On a décidé d'être autre chose, de penser par nous-mêmes. Et je le dis, je le répète, mon problème ne sera jamais les autres peuples, sauf si on ne me respecte pas au sein de ce peuple-là. Mon problème, ce sont les élites putréfiées d'Occident et leur
caniche cooptée d'Afrique, d'accord? Ce sont les deux facettes d'une pièce qui va être brisée. Et on est en cours de briser cette pièce-là actuellement, très clairement. En près de 15 ans, voire plus 25 ans. 25 ans, pardon, d'activisme, vous avez évolué. Est-ce que vous avez évolué sur la notion de suprématisme noir? Vous pouvez me donner une illustration de ce que vous appelez Est-ce que- suprémacisme, outre que ce que Libération BFM Bien- dit? Non, mais bien sûr, parce que c'est une Parce notion que importante. c'est l'étiquette qu'on nous donne, mais j'ai jamais compris le... Est-ce que cette position vous met en position de personnalité qui met en avant plus une ethnie ou une origine plutôt que... Mais je me bats pour mon peuple, j'ai le droit. Voilà. Pourquoi quand les autres se battent pour leur peuple, vous ne dites pas qu'ils sont suprémacistes? Moi, on a eu beaucoup de rencontres. Bon, avec le ministre des Affaires étrangères, excusez-moi, avec le ministre des Affaires étrangères du Hezbollah, le chargé de relations internationales du Hezbollah. J'ai beaucoup été touché par son amour de son peuple et son amour de la justice. Est-ce que c'est un suprémaciste parce qu'il se bat pour son peuple? Donald Trump, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais il a dit Make America Great Again. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un suprémaciste? Pourquoi quand l'homme noir ou la femme noire décide de se préoccuper de leurs semblables, on dit que c'est des suprémacistes? Je ne comprends pas. Dans les années 60, on appelait ça le pouvoir noir, Black Power. Et il y a eu un glissement sémantique, peut-être c'est la traduction, de pouvoir noir, c'est devenu suprémacisme noir. On veut l'autodétermination de nos semblables, et c'est la même chose en 2024 pour moi que ça l'était en 1999. Donc, si c'est ça que vous appelez évolution, je suis désolé de vous dire que je n'ai pas évolué, et que je n'ai jamais été autant déterminé à ce que mes semblables, ou qui sont installés, puissent être dans une démarche de s'autodéterminer. C'est très important pour lui. Maintenant, est-ce que mon regard est aussi est uniquement incarcéré dans le giron des conflits interidentitaires? Forcément, les voyages élargissent l'horizon, et quelqu'un qui commence à 19 ans, l'activisme politique n'est pas le même que celui qui en a 42, qui a commencé dans une audience groupusculaire, qui est aujourd'hui suivi par des millions de gens, qui a des responsabilités politiques aujourd'hui importantes sur un certain nombre d'aspects, que ce soit sur le terrain organisationnel dans le cadre panafricaniste ou dans le cadre de mes liens avec certaines autorités précitées. Il est évident que je ne peux pas avoir le même regard que le jeune plein de fougue de 19 ans. Aujourd'hui, j'ai tendance à avoir du recul sur les choses. Je ne vois pas les choses uniquement en noir et blanc. Il y a des gens qui sont blancs dont je suis beaucoup plus proche que des gens qui sont noirs et que je considère comme des adversaires. Je me sens plus proche d'un Juan Branco, militant d'extrême gauche, anti-impérialiste, que je me sens proche d'un Patrice Talon, homme noir, président de mon pays, mais qui est pour moi un adversaire politique. Voilà, je pense qu'on peut être très clair dessus. Donc je crois qu'on doit... chacun doit comprendre que la complexité du monde, évidemment, ne se régit pas et ne se limite pas à une question de couleur. Moi, je juge les gens en fonction de leurs actions. Quand Hassan Nasrallah a été assassiné, il n'est pas du Bénin, il n'est pas d'Afrique, mais je n'ai pas honte de dire, je pleure très rarement, mais j'ai pleuré de rage. Je peux avoir le droit de le dire. J'ai rencontré des cadres du Hezbollah, je n'ai jamais rencontré lui, parce qu'il était surprotégé et que c'était nécessaire qu'il le soit, mais les autres l'étaient aussi, hein, d'ailleurs. Un jour, j'écrirai d'ailleurs sur ces anecdotes. Mais c'était une figure de résistance. Et moi, l'héroïsme, quelle que soit sa couleur, quel que soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ethnie, me touche. Parce que j'essaie d'être dans ce cadre héroïque, dans le cadre du combat pour l'autodétermination de mes semblables. Donc voilà, la dignité, elle est transraciale. Elle est transidentitaire. Ça n'empêche pas que je tiens compte du réel et que l'histoire de mon peuple est particulière. Voilà. Très bien. Kémy Séba, merci beaucoup pour cet entretien. Merci.